Bonjour, je me présente Ariette Lamia, orthophoniste, productrice et animatrice de cette émission podcast de Voice of Ortho. Un podcast qui donne la parole aux orthophonistes marocaines, mais pas que. Hello, chers auditeurs, je suis très contente de vous recevoir dans le nouvel épisode de la saison 2 de The Voice of Ortho. Aujourd'hui, je reçois Madame Noama Boulkana, psychomotricienne. Elle était parmi les premières personnes que j'ai rencontrées lors de mon premier jour de travail dans un centre socio-éducatif dans la région d'Agadir. Elle m'a beaucoup encouragée et m'a énormément aidée dans mon parcours professionnel, notamment dans mes débuts et toujours aujourd'hui. Et je suis très contente de la recevoir et du coup, je vous invite tout simplement à rejoindre ma conversation avec Noama. Bonjour Noama. Bonjour Lamia. Comment ça va ? Alhamdulillah, merci et toi? Ça va super. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est un grand plaisir. Merci. Je suis très contente de recevoir enfin quelqu'un qui n'est pas orthophoniste. C'est toujours un plaisir de partager des choses avec toi quand même. C'est gentil à toi. Du coup, tu es la première invitée de la deuxième saison de The Voice of Ortho. Donc c'est un grand honneur pour moi parce que je te connais depuis mes tout débuts. Tu m'as connue jeune ortho. Merci, c'est partagé. Et on a beaucoup collaboré ensemble, donc c'était tout à fait naturel pour moi de t'inviter, de t'avoir ici et de discuter notamment d'autisme, parce que c'est quelque chose qu'on partage beaucoup. On a pas mal travaillé ensemble sur des cas d'enfants présentant un TSA, donc je trouve que avoir aussi l'aspect d'un psychomotricien est tout à fait pertinent, parce que notre liste complète quand même beaucoup. Oui, beaucoup. Alors, première des choses, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr, volontiers. Alors, c'est Noama Boulkana, je suis psychomotricienne, diplômée d'État depuis décembre 2005, donc je peux dire que je suis un peu ancienne. Alors, je travaille actuellement dans un centre pour enfants handicapés et en même temps, quand on voit les patients ensemble, c'est au niveau du cabinet. Voilà. D'accord. Et du coup, comment ça se fait que tu t'es retrouvée en psychomotricité ? Après un petit long parcours, après mon baccalauréat, donc j'ai fait des études universitaires, mais c'était pas ma vocation à 100%. Ensuite, c'était la proposition d'une amie à mon père. Donc la première promotion des psychomotriciens au Maroc. Ah, wow. Oui, alors texto, elle m'avait dit, écoutez ma fille, je vous vois psychomotricienne. Je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai fait une petite recherche sur Internet. Je trouvais que c'était par rapport à l'enfance, c'est vrai, l'adolescent, l'âge adulte et la personne âgée aussi, mais j'étais plus attirée par le travail avec les enfants. Donc j'ai fait la psychomotricité, à ce jour, je ne le regrette pas. Et du coup, pendant ton parcours, tes études, tu as tout de suite compris ce que c'était la psychomotricité ou tu as mis un petit peu du temps à comprendre ce que c'était vraiment ? Non, c'était un peu difficile vu qu'on était la première promotion, donc on pataugeait un petit peu. On était formés par des Bordelais, donc, voilà, des Français. C'était beaucoup plus théorique et un peu de pratique quand ils étaient là. Mais je peux dire que ça a plus commencé après l'obtention de mon diplôme. Donc c'est là où j'ai commencé avec des formations continues, des stages par-ci par-là et l'auto-formation. Donc ça m'a beaucoup aidée au fait. Alors comment est-ce que tu définis ton métier ? Alors la psychomotricité c'est quoi ? Donc définition que je donne souvent aux personnes qui me posent cette question, c'est la connexion qu'il peut y avoir entre le corps et le psychisme. Alors cette connexion, quand on dit psychomotricien, alors c'est physique, vous travaillez sur ce qui est moteur, donc ce qui est moteur est lié avec ce qui est psychique. Donc quand on travaille avec un enfant par exemple, le déplacement dans l'espace, il doit le schématiser d'abord, il doit le vivre dans sa tête avant de le vivre en marchant ou bien en sautant. Et si je veux parler de la psychomotricité, moi, donc Noama, je dirais que c'est une passion. C'est ma passion. Être psychomotricien, c'est vrai, c'est un métier, mais je le vis très souvent comme une passion, surtout quand j'arrive à mes objectifs. Quand je travaille avec les bébés, quand je vois la satisfaction dans les yeux des parents et quand ils l'expriment avec des mots aussi, donc c'est un réel bonheur.
Alors pour moi, à part le fait que ça soit un métier de rééducation et d'éducation souvent, d'accompagnement aussi pour les parents, de guidance, c'est un ensemble de thérapies qu'on fait en tant que psychomotricien, chose qui rejoint les autres corps bien sûr, comme l'orthophonie, la kinésithérapie et autres. Mais je retourne encore une fois pour dire que c'est une passion. Il faut la vivre quand on est psychomotricien, il faut la vivre pleinement. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans tous les métiers, la passion, elle est très importante. J'en ai parlé justement lors du premier épisode de cette saison-là. Et le titre, c'était « L'orthophonie, est-ce une bonne idée ?» Parce que je trouve que ces métiers-là, qui sont en rapport avec le soin, la thérapie, sont des métiers difficiles, dans le sens où on donne beaucoup notre personne, notre énergie. Et il faut savoir gérer plein de choses à côté. Donc c'est un métier qui donne envie, mais qui n'est pas forcément fait pour tout le monde. Oui. D'accord. J'ai une autre question. Pour les personnes qui nous écoutent, tu as fait un DU, donc un diplôme universitaire sur l'autisme. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Alors, en 2019, il y avait un DU, un diplôme universitaire de l'autisme, à la faculté de médecine de Casablanca. Donc, c'était la deuxième promotion en 2019, parce qu'il y avait une première promotion avant. Ce qui m'a poussée à le faire, c'est qu'à l'époque, je peux dire qu'à peu près 90% des patients que je prenais en charge, c'était des TSA. Alors je me retrouvais dans ce monde d'autisme et à l'époque, je manquais d'outils quand même, tu vois. Donc, et là, l'autisme, ce diplôme universitaire de l'autisme, c'était plus pour la prise en charge, donc pour les différentes disciplines. Donc, les techniques à utiliser, les méthodes, les approches, j'étais curieuse. Donc, comme ça, pour que je puisse adapter telle ou telle approche selon mon besoin, moi, en tant que psychomotricienne. Donc, c'était la chose qui m'avait motivée le plus. Donc, c'est sortir un petit peu du cocon de psychomotricienne. Voilà, je fais de la rééducation et tout. Oui, et chercher quelque chose qui est un petit peu plus compliqué parce que les différentes approches, il faut savoir où on peut nous retrouver. Okay? Parce que comme tu sais très bien, Lamia, donc il y a des comportementalistes, il y a la VA, il y a ça, donc sans tout citer, mais on doit se retrouver là-dedans. Moi, en tant que psychomotricienne et surtout en tant que maman, je me vois où? Alors, il fallait cerner tout ça pour choisir. L'approche qui te correspond le plus et qui correspond à tes patients. C'était pour cette raison. D'accord. Et justement, un DU, c'est sur combien d'années, le diplôme universitaire? Normalement 18 mois, mais ça a coïncidé avec le Covid. Ouais. Alors, c'était le plus long DU. D'accord. Ah oui, de l'histoire. Ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'on avait commencé en présentiel et après c'était distanciel en période du Covid parce que c'était un DU chapeauté par Sousa, donc en Belgique. Et après, il fallait faire un stage. Donc, et pour le stage, je me déplaçais à Marrakech, là où il y avait un centre où je pourrais effectuer les études de cas et préparer mon travail de fin d'études. Donc c'était un peu long quand même et ça s'est achevé que l'année dernière. Ouais. Voilà. Et du coup, je sais pas, le DU n'est plus d'actualité, je pense. Ils ont mis ça en pause. Oui. Ils ont mis ça en pause actuellement, mais il y a quand même des lauréats de notre promotion, de la première promotion, qui sont en train d'être formés, sinon déjà faits, pour que ça continue. Mais pour l'instant, il n'y a rien. D'accord. Et par exemple, généralement, ce que nous, on va faire comme thérapeute, c'est des formations de 2-3 jours, voire un petit peu plus long sur différentes pathologies. Est-ce que tu trouves que... Qu'est-ce qui est le plus pertinent? Parce que c'est vrai que c'est deux choses différentes. Le DU, c'est un petit peu plus long, c'est beaucoup plus poussé. Mais selon toi, c'est quoi la différence entre une formation de quelques jours et un DU? Un DU, oui, ce sont des études universitaires quand même. C'est un diplôme qui peut servir à X ou Y raison. Les formations continues, donc les formations de 2-3 jours et même d'une semaine des fois, donc ce sont des formations qui sont utiles quand même. Ça apporte beaucoup de choses.
Il y a des attestations de formation, et ce que j'apprécie le plus sont des formations où il y a des évaluations après. Oui. D'accord? Parce qu'il y a pas mal de personnes, malheureusement, qui font des formations continues juste pour avoir une attestation. Ça sera un plus sur mon CV. Alors que non. Il faut maîtriser la chose parce que le formateur, quand il partage un savoir, c'est pour que l'autre jeune étudiant ou professionnel puisse l'utiliser et savoir l'utiliser. C'est plus ça. Ouais. Mais c'est toujours bénéfique, les formations continues, parce qu'il y a toujours de la nouveauté dans notre métier. Que ce soit orthophonie, psychomote ou autre, il y a toujours de la nouveauté. Tout à fait. Ok. Toujours dans l'autisme, selon toi, qu'est-ce que tu penses être le rôle du psychomotricien dans une prise en soin pluridisciplinaire d'un jeune TSA? Alors, le travail en pluridisciplinarité, c'est quelque chose qui reste très 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 importante. La place du psychomotricien, elle est là, d'accord? Elle a une grande place ici. Son rôle, c'est essayer de trouver des troubles, donc que ce soit des troubles du comportement ou autres, parce que des fois il y a même les troubles psychomoteurs qu'il faut trouver et sur lesquels il faudra travailler. En pluridisciplinarité, ce qui est bien, c'est que le psychomotricien, avec l'équipe, ils essayent de travailler sur un projet personnalisé de cet enfant, TSA, d'accord, avec trouble du spectre autistique. De son côté, les troubles moteurs, schéma corporel, spatio-temporel, tonico-émotionnel, et surtout tout ce qui est émotionnel, c'est à travailler sur le volet psychomoteur et orthophonique, je pense aussi. Ils travaillent aussi sur le relationnel, chose qui est très importante en début de travail. D'accord? Et ce travail pluridisciplinaire, parce que j'aime bien répéter ce mot pluridisciplinaire, c'est quelque chose qui est très important. Et malheureusement, on peut trouver des personnes que chacun travaille de son côté. Et quand on travaille chacun de son côté, ça ne donne pas de résultat. Et surtout, quand on n'en parle pas. Par exemple, avec toi, le mien, quand on a un patient en commun, qu'il soit TSA ou autre, ben, on en parle. Ouais. D'accord? De temps à autre, on s'envoie des textos pour parler de l'évolution ou de la régression, parce qu'on ne parle pas toujours de l'évolution. Alors, ce rôle du psychomotricien, donc c'est cerner un petit peu ces troubles, essayer de les minimiser, essayer d'aider l'enfant à trouver sa place, à intégrer le milieu scolaire aussi, et accompagner surtout ses parents. Avec la guidance parentale, chacun de nous, il fait cette guidance à sa manière et en partant de son rôle, de son métier. D'accord? Ouais. Donc là, les parents, quand ils sentent qu'il y a vraiment cette complémentarité, ils sont rassurés. Bien sûr. D'accord? Et notre rôle, c'est essayer de rassurer et tranquilliser ses parents. D'accord. J'ai une question parce que généralement, ce qui arrive souvent quand je discute avec certaines jeunes orthos ou orthos beaucoup moins jeunes dans le métier, on me dit souvent que, par exemple, si c'est un enfant qui a des troubles du comportement ou très agité, ils vont préférer qu'il y ait une prise en soin d'abord du psychomotricien avant d'envisager une prise en soin orthophonique. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi, souvent, je suis contre cette idée-là. D'accord? Parce que chacun de nous a quelque chose à apporter, même avec les troubles du comportement. Parce que, malheureusement, je suis désolée de le dire, il y a des jeunes actuellement, orthophonistes ou psychomotriciens, donc, qui refusent de prendre l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il est agité, il a un trouble du comportement. Mais non, il ne veut pas s'asseoir sur la chaise, je ne vais pas travailler avec lui. Alors que non, que ce soit l'orthophoniste ou le psychomotricien, il peut bien aborder l'enfant en jouant au sol. Voilà, parce que comment on va entrer en relation avec cet enfant? C'est à travers le jeu. Ouais. Ok, je ne vais pas lui demander de me faire sortir le son A, B, d'un seul coup. Déjà, c'est une relation qui va s'installer. Donc, l'orthophoniste, il peut commencer avec l'enfant. Le psychomotricien, en même temps, pourquoi pas? Mais décaler les prises en charge sous prétexte que « Ah non, l'enfant, il ne s'assoit pas, il faut d'abord qu'il travaille avec le psychomotricien 3 mois, et après, je vais voir. » Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis psychomotricienne, je ne suis pas d'accord. Voilà. Je partage son avis parce que en fait, je pense que le lien aussi, c'est par rapport aux études d'orthophonie qu'on peut avoir, parce que généralement, quand on fait nos études,
on va plus axer sur les troubles du langage, les troubles d'articulation. Donc ces enfants qui sont généralement assis sans problème. Du coup, on n'aborde pas assez, de manière assez approfondie, parce que moi, quand j'ai fait mes études, moi c'était en 2012, et du coup, j'avais vu que pour tout ce qui concerne, on va dire, l'handicap de manière générale, ça a été abordé en une après-midi, pas plus. Du coup, on n'avait pas beaucoup d'idées. Moi aussi, personnellement, j'avais beaucoup de peur par rapport à ce type de prise en soin. J'en voulais pas parce que je me disais que j'étais pas capable de prendre ça en charge. Mais après, c'est question de pratique, d'où l'intérêt, comme tu as dit, de faire vraiment des stages et d'observer des formations continues, mais aussi des stages, et observer comment l'orthophoniste, elle crée un lien. Parce que moi-même, pendant mes 8 ans d'expérience, j'ai pu remarquer qu'au début, j'avais une approche un petit peu de thérapeute à patient. Et j'ai vu que ça crée quand même une distance. Moi, j'aimais bien cette distance-là. Mais je me suis rendu compte que ce qui est important, c'est de créer un lien. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que même si on fait une prise en soin avec un psychomoteur d'abord et après l'orthophonie, si l'orthophoniste, elle ne fait pas un lien, elle ne crée pas un lien avec son patient, même s'il y a de la psychomotrice, ça se passe super bien avec le psychomote, chez l'orthophoniste, il ne va pas s'asseoir, ça ne va pas marcher, parce qu'il n'y a pas de lien. Donc du coup, il faut redescendre un peu, comme tu l'as expliqué toi-même, s'installer selon l'envie du patient, prendre en compte son intérêt. Et c'est ça, en fait, il faut créer un lien avec son patient. S'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'évolution. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe un bilan psychomoteur dans le cadre d'un TSA ? Oui, bien sûr. Alors, pour un enfant avec trouble du spectre autistique, donc que ça soit diagnostiqué précocement ou vers 4, 5 ans, 6 ans et des fois même 7 ans, ça diffère. On commence par un entretien, donc comme en orthophonie ou autre. Alors, l'entretien avec les parents, question d'avoir une idée sur les raisons d'abord de leur venue en consultation psychomotrice. On voit aussi si l'enfant a été diagnostiqué ou non, quels sont les troubles qui sont présents. Et ça, bien sûr, on le prend de la bouche des parents. Parce qu'après, on va passer à notre observation. Mais en même temps, au moment de l'entretien, on a l'œil, on garde l'œil sur l'enfant, son comportement, comment il bouge, l'attachement avec les parents, est-ce qu'il y a un contact ou non avec les parents, le papa ou bien la maman. Après, on passe à l'évaluation. Donc, je préfère l'appeler évaluation. Parce que des fois, on mène une évaluation en utilisant des grilles d'évaluation spécifiques à l'autisme. Donc, il y a différentes grilles, comme le CARS, comme MCHAT, voilà, et d'autres. Donc, ça dépend de l'âge, comme j'ai dit, parce qu'il y a aussi la démarche PRIO, donc il y a une grille spécifique pour la toute petite enfance. Après, on essaie de voir, est-ce qu'il y a possibilité d'utiliser les items du bilan psychomoteur avec l'enfant, comme j'ai dit, selon l'âge. Et c'est là où on va voir au niveau de la motricité globale, au niveau de l'équilibre et la posture. On voit aussi la motricité fine, manipulation des objets, les perceptions sensorielles, chose qui est très importante chez l'enfant avec TSA, donc différents âges, parce qu'il y a soit ceux qui sont hypersensibles ou bien hyposensibles. Donc on essaye un petit peu d'évaluer pour voir là sur quoi il faudra travailler. On travaille sur l'imitation, la compréhension des gestes sociaux, le côté relationnel aussi, chose qui est très importante, comment gérer les émotions, travailler les interactions sociales à travers le jeu, aider l'enfant à se repérer dans l'espace et le temps, essayer de travailler aussi sur l'autonomie, le côté tonique, donc la tonicité. Est-ce qu'il est hypotonique, hypertonique? Est-ce qu'il a un problème d'équilibre ou non? Donc, ce sont des items qu'on peut travailler, qu'on peut voir au niveau du bilan psychomoteur pour mettre un projet thérapeutique qui sera adapté à l'enfant. Parce qu'on peut avoir deux TSA, même âge, mais le bilan il sera différent. Tout à fait. Je trouve ça intéressant d'apprendre, parce que je n'étais pas consciente de ça,
que le psychomotricien a quand même un rôle dans l'acte d'aider l'enfant à gérer ses émotions. Parce que c'est vrai que tu as parlé au tout début du côté relationnel, psychique, entre le corps et le psychisme. Donc du coup c'est important parce que selon ma perception à moi, c'était plus en fait le psychologue qui va aider par rapport à ça, mais c'est intéressant de savoir que aussi le psychomotricien est apte à travailler sur ce plan-là. Parce qu'on peut recevoir des enfants, donc tu le sais très bien, Lamia, qui vont pleurer sans raison, qui vont rire sans raison. Donc notre rôle un petit peu en tant que psychomotricien aussi, c'est essayer de réguler ça. Donc travailler sur les émotions, comprendre quand est-ce qu'on doit rire, quand est-ce qu'on doit pleurer. Et c'est très important. Et là, on implique aussi les parents. Parce que les mamans, souvent, ils se plaignent de ça. Donc, alors, il rit, il m'énerve, je ne sais pas pourquoi il rit. Sinon, il pleure, il m'énerve, je ne sais pas pourquoi il pleure. Ouais. Donc, essayez de placer des mots sur ça. D'accord. Comme tu l'as dit, des fois, tu peux recevoir une famille. Le diagnostic n'est pas forcément posé. Et c'est pas pour autant qu'une prise en soin n'est pas possible. Oui. Ma question, c'est comment tu gères les parents qui sont toujours dans l'attente d'un diagnostic? Alors, en général, le premier contact avec un parent est très important. D'accord? Donc, c'est là où s'installe la relation de confiance. Les parents qui sont dans l'attente d'un diagnostic sont souvent dans l'espoir que leur enfant ne soit pas autiste. Okay? Notre rôle en tant que thérapeute est de les rassurer. Surtout ne pas donner de faux espoirs parce qu'on ne sait pas le diagnostic que les parents vont avoir. Mais commencer une guidance parentale en premier, c'est quelque chose qui est très important. Essayez de les guider. Pourquoi? Parce que même si l'enfant n'a pas encore le diagnostic, on peut commencer notre prise en charge ou bien prise en soin. Parce qu'on a le temps d'observer l'enfant, on a quand même un bagage pour qu'on puisse voir s'il y a des traits ou non. C'est vrai, on ne pose pas de diagnostic, mais on peut commencer à travailler sur ce qu'on voit, sur les troubles, parce que si les troubles sont là, que ça soit dû à un trouble du spectre autistique, au retard du développement, au problème d'attachement, donc là, on décèle des troubles, on essaye de travailler là-dessus. Mais le plus important, c'est essayer d'accompagner les parents dans cette prise en soin, parce que les parents, souvent, ils ne savent pas quoi faire face à tel ou tel trouble. Donc, c'est là où une guidance ou un accompagnement parental s'impose pour essayer de travailler sur les choses qui ne sont pas mises en place ou bien éliminer certaines choses qui sont mises en place et qui ne sont pas en faveur du développement de leur enfant. Voilà. D'accord. Et je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire, les choses qu'il faudrait peut-être éliminer ou diminuer. Quelles sont les choses généralement que tu vas conseiller aux parents d'éviter de faire ou de un petit peu moins faire? Souvent, quand on reçoit les parents, ou bien la maman avec l'enfant, on observe des comportements qu'on ne peut pas admettre normalement, tels que céder aux caprices de l'enfant. Quand l'enfant il demande à avoir déjà l'attention de la maman alors qu'elle est en train de parler et il sait qu'elle est en train de parler, donc il faut qu'il respecte, il faut qu'ils attendent. Donc, dès que l'attendent, ils ne savent pas attendre. La maman, elle va laisser le thérapeute en train de parler et se retourner vers l'enfant. Oui. Okay? Donc là, c'est gagné pour le petit. Oui. On essaie un petit peu de corriger ça. Il y a aussi le phénomène de, voilà, mon enfant, il aime manger du chocolat, il aime manger les biscuits, et je préfère lui donner ça parce qu'il refuse de manger du pain, de manger avec nous, de prendre les pâtes et tout. Mais non, on doit faire attention à l'alimentation de l'enfant, d'accord? Il y a aussi des enfants qui viennent avec la propreté qui n'est pas encore acquise. Ouais. Ben non, il finira par l'apprendre tout seul alors qu'il a 4 ans ou 5 ans. Ben non, madame, il faut essayer de travailler sur ça. L'apprentissage de la propreté est très important et l'enfant, avec un travail, avec un rituel que vous allez instaurer,
Il finira par l'apprendre. Il y a aussi donc l'enfant parmi les caprices. Donc c'est chaque fois que je passe devant un supermarché, je dois entrer pour acheter quelque chose. Est-ce qu'il en a besoin? Mais non, sinon il va piquer une crise. Oui, mais cette crise de pleurs, il l'a développée avec le temps parce qu'il a compris que chaque fois que je fais ce comportement, j'obtiens ce que je veux parce que maman n'aime pas que je la dérange ou bien papa n'aime pas que je le dérange. Sinon, l'enfant, quand il n'a pas notre attention, il peut se cogner la tête. Il ne va pas se faire mal, mais faire semblant de se cogner la tête. Alors maman, elle a peur. Ok? Elle va céder à sa demande. Il va se mettre par terre et crier. Maman, elle n'aime pas voir ce comportement, surtout à l'extérieur, parce qu'elle a peur d'être jugée. Le jugement est difficile. Voilà. Donc là, on essaye de travailler sur ça. C'est votre enfant qui est le plus important et non pas le regard des autres. Donc c'est un travail qui va commencer avec les parents pour le bien de l'enfant. Parce que si le thérapeute, il intervient sur certains troubles du comportement, mais à la maison, ça continue et les parents, ils permettent ça, donc là, ça ne va pas avancer et les parents vont s'attendre à des résultats. On ne peut pas obtenir des résultats si on ne travaille pas en équipe. Voilà, il faut changer l'environnement de l'enfant, il faut l'adapter par rapport à ses besoins. Moi, j'ai aussi une remarque. J'avais travaillé avec une jeune fille qui présentait un TSA et elle avait des difficultés avec certaines textures, avec certains vêtements. Et la maman, elle l'obligeait à mettre des bas, des chaussettes hautes. Et pour elle, c'était très, très compliqué. Et je pense aussi que c'est... Des fois, je pose ces questions-là à la famille lors d'entretien. Et on ne comprend pas souvent pourquoi je pose cette question-là par rapport aux vêtements. Même par rapport à l'alimentation, on me dit oui, il mange bien. Mais est-ce qu'il mastique bien? Est-ce qu'il est long au niveau du repas? Donc, il y a des choses qui sont relativement importantes. Est-ce que toi aussi, tu t'intéresses sur ces plans-là? Ah oui. Oui, parce que les parents, donc, ils ne font pas attention des fois à certains détails. D'accord? Le thérapeute, avec le temps, avec l'expérience, il commence à faire le lien. D'accord? Parce que quand les parents disent « Ah non, c'est toujours la galère chaque matin pour qu'ils mettent ses vêtements. » Il y a l'étiquette, ça dérange. L'élastique pour les chaussettes, ça dérange. Et pas mal d'enfants, donc en arrivant par exemple en séance, la première chose qu'il va faire, c'est enlever ses chaussures. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui dérange. Mais les parents, ils ne comprennent pas ça. Mais avec le temps, en essayant d'adapter, d'accord, ce que nous les thérapeutes, on dit aux parents et ce que l'enfant ressent, et en demandant aux parents aussi de faire attention au moment de la crise. Qu'est-ce qui a déclenché? En quel moment? Est-ce que quand il a porté le pantalon, quand il a porté le t-shirt, les chaussures, et essayer un petit peu d'y remédier. Voilà. Ouais. Il y a aussi le moment du bain, qui est généralement très difficile oui. Pour aussi les enfants qui n'acceptent pas de se mouiller la tête, ou le shampoing, ou l'eau. Alors qu'il y a des solutions à ça aussi. Voilà. On essaye un petit peu d'adapter. Il y a des choses pour protéger protéger les yeux, parce que l'angoisse c'est plus quand l'eau il traverse les yeux, parce qu'il est incapable de fermer les yeux, il se sent pas en sécurité. Donc il faut respecter ça. On a parlé de troubles du comportement, on a parlé aussi de jeunes orthos, jeunes psychomotriciens qui ont un petit peu peur ou qui ne se sentent pas forcément capables de gérer les troubles du comportement de jeunes patients. Et ma question, du coup, c'est quel conseil donnerais-tu à un jeune psychomotricien ou étudiant en psychomotricité face à un enfant avec des troubles du comportement? Oui. Alors, l'enfant en général, autiste ou non autiste, a besoin de temps pour entrer en relation avec l'adulte, qui peut être son thérapeute. Donc quand je parle d'adulte, donc que ce soit professionnel ou jeune étudiant. Pourquoi? Parce que des fois, quand on voit que le premier contact ne s'est pas bien passé, ça nous bloque. Donc on angoisse, comment on va faire pour les prochaines séances? Alors face à un enfant qui a des troubles du comportement, il faut d'abord prendre du temps pour observer.
Donc on parle d'observation, qu'il soit orthophoniste ou psychomotricien ou autre, on commence par l'observation. Quel type de trouble il manifeste? Quand est-ce que ce trouble se déclenche? Parler avec les parents pour avoir une idée sur ses intérêts avant de commencer de travailler avec lui. Donc, ne pas bloquer. Ça, c'est un conseil. Donc, je souligne en rouge. Ne pas se sentir en échec. Non. Mais essayer d'être soi-même. D'accord? Parce que quand je souris à l'enfant, si mon sourire n'est pas sincère, il va le sentir. Si j'ai peur, je transmets la peur à l'enfant. Parce que ces enfants, donc, ils peuvent ne pas te fixer du regard. Mais ils sentent des choses, ils reçoivent des choses. Le toucher, quand je touche un enfant avec TSA, je dois faire attention. Est-ce qu'il l'accepte ou non? Parce qu'il y en a ceux qui sont dans le toucher, dans le contact et d'autres non. Alors je ne peux pas l'obliger. Donc, prendre toujours le temps. D'accord? C'est comme si on faisait une étude de terrain. On prend le temps. On ne se jette pas dans un projet. On ne commence pas comme ça à l'aveuglette. Mais non. Je prends les points forts et les points faibles. J'observe quand je reçois l'enfant, alors vers quoi il va se diriger? Quel intérêt il va porter à tel ou tel objet ou jouet? Parce que ce jouet est peut-être le renforçateur que je vais utiliser avec cet enfant porteur avec TSA. Donc, ce renforçateur, ce jouet, chaque début de séance, je peux le poser sur le bureau par exemple. Et hop, il va se présenter sans aucune opposition. Et après, je peux l'utiliser. Donc, allez, on va l'enlever et on va faire ça. Donc, petit à petit, jusqu'à ce que cet enfant s'y habitue. Donc, et les troubles, si je trouve le moment où ça se déclenche, est-ce que c'est en présence de maman ou en absence de maman? Si c'est en absence de maman, au début, donc je demande à la maman de l'accompagner, mais après, hop, elle va se retirer petit à petit. Et c'est là où je vais prendre cette place de thérapeute adulte face à cet enfant. Son angoisse, elle sera atténuée, la mienne aussi. Ouais. Donc, et ça se passe bien. Voilà. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, peut-être pas forcément mettre un cadre là tout de suite, laisser un peu plus de liberté. Oui. D'accord. Parce que l'enfant, quand il vient chez nous, il vient dans un endroit qui lui est étrange, face à une personne étrangère. On ne peut pas nous imposer. Et on ne peut pas lui imposer d'accepter la salle, par exemple. Il a besoin de temps. Alors, imaginons un petit peu, personnellement, alors moi, je voyage dans un pays que je ne connais pas. Ouais. J'aurais besoin de quoi? D'une carte, par exemple, en premier. Voir un petit peu, alors les restaurants que je vais fréquenter, les endroits que je vais visiter, le moyen de transport que je vais utiliser. Donc, c'est-à-dire que j'ai besoin de temps. Ce petit-là, alors on est ce pays étranger, okay, il a besoin de trouver des repères, de se sentir qu'il est en sécurité et d'accepter notre présence. Voilà. Je trouve ça très intéressant parce que justement, tu l'as dit toi-même au tout début, qu'il ne faut pas en fait se dire que si la première séance, premier contact ne se passe pas très bien, que c'est un échec. Oui. Et ça arrive souvent, c'est que on se met tout de suite en situation où tout ce qui va se passer ou l'évolution du patient, c'est par rapport à nous. Oui. Alors qu'avec le temps, j'ai appris ça aussi, c'est que tous les efforts, l'évolution que l'enfant peut avoir, c'est par rapport à lui. C'est lui qui a fait ça. Nous, on a juste aidé. Oui. Mais ce n'est pas notre réussite à nous. C'est la réussite de tout le monde, mais surtout du patient avant tout. Oui. On est déjà arrivé à la dernière question du podcast. C'est passé très très vite, je te le cache pas. Du coup, ma dernière question, c'est est-ce que tu as des recommandations à faire à nos auditeurs, soit au niveau des formations ou livres ou même compte Instagram à suivre? Alors pour les formations, donc, je risque de me faire répéter. Quand j'avais parlé des formations continues, des formations de 2 jours, 3 jours jusqu'à 1 semaine, il ne faut pas chercher seulement les formations pour avoir une attestation, mais des formations qui vont être bénéfiques pour le parcours professionnel, tel que, donc, puisqu'on est dans l'autisme,
Donc il y a pas mal de formations sur l'autisme. Mais les formations qui concernent les différentes approches, oui. Mais ce ne sont pas des choses qu'on doit suivre à la lettre forcément. Mais on fait des formations et on les adapte selon le contexte et selon nos besoins. D'accord? Parce qu'on fait des fois des formations avec des personnes qui viennent de l'extérieur, donc de l'étranger. Il y a le côté culturel aussi. Il y a les structures spécialisées. Il faut qu'on adapte les formations qu'on fait avec ce dont nos petits patients ont besoin et ce dont nous, on a besoin. D'accord? Donc pour l'autisme, oui, les différentes approches, comme j'ai dit. Et j'aimerais bien qu'on insiste sur la prise en charge précoce. La prise en charge précoce, que ce soit dans l'autisme ou autre type de pathologie. Parce que quand on prend en charge un enfant précocement, donc je pense qu'on a des patients en commun qui ont montré que oui, on était pris précocement et voilà le résultat obtenu. Et c'est vraiment extraordinaire. C'est mieux que de recevoir un TSA à 5 ans, à 6 ans, à 8 ans ou autre. Alors pour les livres, moi je conseille 2 livres que j'ai beaucoup appréciés et qui sont à la portée de tout le monde sur le plan lecture et compréhension. C'est l'autisme expliqué aux non-autistes de Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles. Donc c'est un livre qui est très clair pour aider les parents ou les proches et les thérapeutes aussi à comprendre les fonctionnements spécifiques d'un enfant avec trouble du spectre autistique. Deuxième livre, c'est Mon enfant est autiste de Christine Philippe. Donc c'est une approche qui est pratique pour comprendre les diagnostics, les comportements et comment accompagner un enfant avec TSA au quotidien. Donc ces 2 livres, donc je les ai lus et je trouve toujours du plaisir à feuilleter, à les relire. Voilà, à les relire. Pour les pages Instagram, il y a 3 pages que je suis. Même si je suis psychomotricienne, attention, il y a des choses des fois, donc même quand il s'agit des pratiques d'orthophonie, j'aime bien les observer, j'aime bien donc connaître la nouveauté. Voilà. Donc il y a The Speech Clinic de Dubaï, donc c'est leur page Instagram, très intéressant. Il n'y a pas seulement le côté orthophonique, mais il y a aussi le côté moteur, sensoriel, et donc pas mal de choses, c'est à suivre. Oui. Il y a All Kids Are Perfect. Ça, c'est plus moteur, c'est plus mouvement et ça insiste sur la prise en charge précoce, donc des bébés. Il y a aussi Rahaf Trazi Abea. Donc, cette dame, donc c'est une dame, je pense, elle est de la Jordanie. Elle partage des techniques, des pratiques et surtout de l'ABA avec des enfants TSA. Donc elle aussi, elle fait un travail remarquable. Donc ces 2 pages, voilà, je les conseille vivement. D'accord. Est-ce que toi, tu es active sur Instagram ? Oui, je peux dire oui. Donc je suis active sur Instagram. Et surtout, donc, comme tu le sais, donc, quand il y a un petit coup de gueule donc, sur le plan pratique ou qui concerne les prises en charge ou qui concerne la scolarisation voilà, des enfants en situation de handicap, alors là, hop, j'en parle. Voilà. D'accord. Bah, du coup, je mettrai en lien les différentes choses que tu as citées, ton Instagram aussi, si tu es d'accord. Oui, comme ça, les gens peuvent te retrouver facilement. D'accord, merci. Merci Noéma pour cet épisode super intéressant. J'ai appris plein de choses sur la psychomotricité, même si on se connaît depuis pas mal d'années, mais c'est toujours intéressant d'apprendre de nouvelles choses. Je pense que les auditeurs, psychomotes ou pas, vont vraiment apprécier cet épisode-là et peut-être ça donnera envie à des personnes à faire des études de psychomotricité. Oui, pourquoi pas. Merci à toi, Lamia. Donc, on en avait parlé il y a pas mal de temps quand même. Et ce n'est qu'aujourd'hui on a pu 2025. réaliser, voilà, en 2025. Alors qu'on se connaît depuis 2016. Oui, on a pu réaliser cet épisode. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça. De même pour moi. Je trouve toujours un plaisir de partager ma passion. Mais oui, on le sent. Donc, voilà. Je pense qu'ils vont le ressentir aussi. Donc, avec vous, j'apprécie beaucoup le travail des orthophonistes. La preuve, c'est que la majorité de mes amis
sont des orthophonistes. Ah, d'accord. Voilà, sont des orthophonistes. Et donc voilà, et moi, je le dis et je le redis toujours, quand on travaille, il vaut mieux qu'on travaille en équipe, parce que le résultat, on le partage avec l'équipe. Ouais, et les réussites comme les échecs. Et les réussites, oui, les réussites comme les échecs. Et s'il te plaît, Lamia, si tu permets, j'ai un petit conseil, donc pour conclure, parce qu'on a parlé des résultats et parlé des échecs. Quand on pratique, quand on prend en soin un enfant, quel que soit le type de pathologie, ce qu'on donne, et surtout quand on travaille avec conscience, d'accord ? On sent qu'on donne de nous-mêmes et qu'on donne de notre pratique. Quand on réussit, oui, c'est bien, on est fier de nous, de notre exploit, et les parents aussi, la satisfaction. Mais quand on n'arrive pas à certains objectifs, faut pas prendre ça comme un échec. Non, d'accord ? Peut-être que l'enfant, il a envie d'un changement. L'enfant, il veut voir d'autres personnes. Il veut d'autres approches, parce qu'on peut bien être 2 orthophonistes, 3 orthophonistes de la même promotion. Ouais. Mais chacune de nous a son approche. La même chose pour les psychomotriciens. Alors, il ne faut pas avoir honte de dire aux parents, écoutez, ça bloque, je vous conseille et je vous oriente vers telle personne. Ouais. Voilà, pour compléter le travail. C'est pour le bien de l'enfant. Donc, ça ne veut pas dire, les parents, ils vont respecter ça. Personnellement, j'ai déjà fait ça. Ouais. D'accord ? Les parents vont le respecter. Pourquoi ? Parce que je vais les orienter avec un rapport. Ce qu'on a travaillé, où on est arrivé et ce qu'il faudra travailler. D'accord ? Et expliquer aux parents que ce n'est pas parce que je refuse de prendre votre enfant en charge, mais c'est juste qu'il y a un blocage et il faudra mieux aller voir un autre thérapeute et je vous conseille telle ou telle personne. Voilà. Et aussi faire comme on appelle ça, des fenêtres thérapeutiques, on fait des petites pauses. Oui. Ça aide beaucoup des fois le fait beaucoup. de prendre du recul et de respirer, notamment quand c'est des prises en soins à long terme qui durent plus de 2 ans, 3 ans. Voilà. Moi je l'ai remarqué, on parlait de liens et de relations avec nos patients et je pense qu'au bout de 2 ans, 3 ans, il y a un lien relativement fort qui commence à se mettre en place et du coup c'est un petit peu plus compliqué de mettre en place, notamment voilà, c'est ça. Et moi je l'observe notamment quand je reçois un patient, on travaille sur le langage oral dans un premier temps, quand on doit switcher au langage écrit suite à la demande des parents, des fois pour l'enfant c'est pas possible parce que l'AMIA c'est le langage oral. On n'écrit pas avec l'AMIA, on ne dit pas des mots. Pour eux, non, ça c'est l'école où ça doit être une personne tout à fait différente. Voilà, oui. Donc, c'était pour conclure. Merci beaucoup. Je te remercie encore une fois. Et j'ai hâte de peut-être faire un autre épisode avec toi sur un thème qui t'intéresse tout autant, à savoir la trisomie 21. Je sais que c'est quelque chose qui est très cher à ton cœur. Oui. Donc, on pourra faire peut-être un épisode, Inch'Allah, bientôt sur ce thème-là, parce que je pense que tu as beaucoup de choses à dire, notamment sur la prise en soin précoce de ces enfants-là, parce que tu prends en charge des bébés de partir de 3 mois. Voilà, de quelques mois, et du coup c'est important d'en parler et de sensibiliser plutôt les gens par rapport à ça, notamment les parents, mais aussi les médecins, parce que quand même ils ont un rôle très important dans l'orientation de la prise famille. en charge précoce. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de mettre un commentaire nous disant ce que vous en pensez et si vous avez des recommandations pour les prochains épisodes. Moi je vous dis à très bientôt. Merci.